Bonjour et bienvenue sur WeData dans la série de vidéos consacrée à l'hygiène de code. Ici, nous allons voir le deuxième chapitre qui parle de responsabilité unique. On se retrouve tout à l'heure. Donc on commence avec un exemple d'illustration. Ici, c'est juste pour vous montrer finalement le type de code qui serait vraiment à éviter si on veut vraiment créer un code, on va dire, propre. Bien, comme vous voyez ici, donc c'est un code ici écrit en Python. Et son problème, c'est qu'il est pas mal kilométrique, mais dans son total, en fait, il ne forme qu'un seul bloc avec, si j'ai bien vu, 68 instructions, 68 lignes d'instructions, bon, peut-être vers les 60 si on compte pas les espaces, mais voilà, c'est que ça fait quand même beaucoup de lignes de code qui n'ont pas forcément de définition. D'ailleurs ici on n'a pas vraiment de commentaires pour expliquer ce qui se passe et tout, donc c'est vrai que nous ne sommes pas dans le meilleur code en termes de lisibilité. Alors, c'est pour ça que nous parlons finalement de responsabilité unique. Donc, qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de responsabilité unique? C'est que chaque entité ne doit faire qu'une seule chose. Donc là, je parle d'entité parce que je ne parlerai pas vraiment de symbole en tant que tel, parce que là, je fais référence peut-être à des fonctions, peut-être à des classes qui ont aussi des variables et des méthodes. Mais ce type d'entité, donc, ne doit faire qu'une seule chose à la fois. C'est comme lorsqu'on a une variable qui contient une valeur, ben voilà, son but c'est juste de contenir une seule valeur. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut insister parce que ça reste dans l'optique diviser pour régner. Ça nous permettra de bien subdiviser notre code et de donner quelque chose d'intéressant. Bien évidemment, pour pouvoir viser ce but, il faut en fait créer des sortes de groupes ou de blocs de code avec le moins de lignes possible. Donc j'insiste sur le moins de lignes possible parce que finalement lorsque l'inverse, donc la responsabilité unique, c'est finalement peut-être une fonction ou un objet qui fait 250 trucs et donc qui devient extrêmement kilométrique. Donc notre but finalement est de pouvoir vraiment le segmenter pour le rendre vraiment plus lisible et plus facile de naviguer dedans. Donc d'ici une méthode que je propose, c'est en fait une division par commentaire. Donc je m'explique, si un bloc peut être défini par un commentaire, c'est-à-dire si on peut expliquer un bloc de code par un commentaire, donc on peut le transformer en une fonction. Donc c'est quelque chose de particulier que j'utilise comme méthode, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément une méthode universelle, mais c'est l'une des méthodes que j'utilise pour rendre mon code un peu plus propre et clair. Donc nous allons commencer par un exemple. Donc nous avons un cas simple, donc c'est juste deux lignes qui ont un commentaire par-dessus. En fait, nous voyons que le commentaire dit ce que font ces deux lignes, donc on dit que ça extrait les adresses, non, l'adresse IP. Donc nous avons une ligne, et donc en fait nous avons une méthode qui est là pour extraire l'adresse IP. Donc ce qu'on peut faire en fait avec ces deux lignes et ce commentaire, donc c'est de pouvoir le transformer en une fonction. Et voilà, nous avons une fonction qui reprend exactement ce qui était écrit dans le commentaire, ou s'en rapproche le plus. Donc c'est extract IP address et on met comme paramètre une ligne. Donc ce qui veut dire qu'on reprend juste les mêmes lignes que nous avons tout à l'heure, mais on les met juste ici avec un élément de retour. Ce qui fait que dans le code, nous n'avons plus qu'à avoir une seule ligne sans commentaire, parce que donc, comme on l'a vu dans la convention de nommage, si on donne des noms assez explicites, finalement on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'écrire des commentaires à tout va. Parce qu'on verra plus tard que les commentaires en fait, ça sert surtout à pouvoir documenter le code, à faire des tags ou à expliquer le pourquoi, mais on doit éviter le plus possible parce que cela explique le comment ou ce que fait le code en tant que tel. Parce que le code doit être défini self-explanatory, donc un code qui s'explique lui-même. Alors donc ici nous avons l'extraction de l'adresse IP, donc avec une seule ligne. Et ce qui fait que cette fonction-là, en fait, on peut la mettre ailleurs dans le code,
ou même carrément dans un autre fichier ou dans un autre module qui peut être importé plus tard. Donc ça, on pourra voir ça dans les prochaines vidéos sur comment donc on peut créer en fait des modules et un peu mieux répartir nos fonctions et nos objets. Mais ici donc nous avons la possibilité en fait de cacher la fonction et de n'avoir qu'une seule ligne qui explique le tout. Donc ça c'était pour l'exemple numéro 1. On va voir aussi un autre exemple. Cette fois-ci donc nous avons juste une seule et simple ligne. Donc ici nous n'avons pas de commentaire parce que parfois il se peut que dans le code qu'on écrit ou dans le code sur lequel on tombe et qu'on doit justement rendre plus propre, il n'y a pas vraiment de commentaire et donc c'est vrai que la première mission est d'essayer de comprendre ce que fait le code et de pouvoir en fait le rendre plus compréhensible, parce que quand on donne de la clarté, il faut justement donner du sens. Parce que ici, c'est vrai que je vous ai pas dit, donc c'est du code qui est écrit en JavaScript, mais bon, au niveau du langage, il n'y a pas vraiment besoin de faire trop attention, parce que je suis là pour vous expliquer après ce que fait le code. Et donc ici, c'est écrit purement dans le langage en question, et donc ça peut être assez difficile pour les personnes qui veulent lire le code de pouvoir le comprendre. Mais ici on voit juste que nous avons une liste de 2 éléments, donc avec un IP et aussi la ligne qui se fait en fait subdiviser ou couper jusqu'au bout. Et donc on voit qu'on a une fonction join. En fait, je vous le dis déjà, donc cette fonction ou cette ligne là, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle va prendre une ligne, une adresse IP de remplacement et donc va remplacer l'adresse IP dedans. Donc on va pouvoir en fait recombiner le tout avec une nouvelle adresse IP. Donc on pourrait se demander s'il est vraiment intéressant ou important de faire en sorte à ce que du code finalement d'une longueur d'une ligne puisse être transformé en fonction, mais c'est vraiment important parce que lorsqu'on aura transformé en fonction, en fait, ça prendra beaucoup plus de sens que de devoir mettre peut-être un commentaire supplémentaire qui explique ce qui se passe. De plus, la fonction pourra même peut-être être réutilisée si à un moment nous avons encore besoin de faire ce genre de choses. Donc comme par exemple, nous avons voilà, la même fonction, donc les mêmes choses ici. Et donc nous allons nommer la fonction reconstructLine, on lui donne une ligne, un IP de remplacement et d'ailleurs une adresse IP end, mais en fait c'est juste une index pour dire où il faut couper la chaîne de caractères. Et donc il ne reste plus qu'à écrire juste une fonction ou une ligne justement qui appelle la fonction. Et donc maintenant que nous avons fait ça, en fait à chaque fois que nous aurons besoin de reconstruire une ligne, donc dans le programme, en fait il suffira juste de réutiliser la fonction. Encore une chose, c'est comme on a dit, le IP end, on l'avait vu tout à l'heure. Et donc, on peut en fait finalement essayer de faire en sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de mettre le IP end, parce que lorsqu'on essaie de reconstruire une ligne avec une nouvelle adresse IP, bon, ce qui nous intéresse c'est la ligne et l'adresse IP. Ce qui veut dire que en reprenant la ligne que nous avions là, donc IP end line.search et tout, ben en fait on peut juste créer une fonction qui fait un peu plus de sens, donc qui n'est pas du JavaScript pur, mais qui est juste getIPEnd. Et donc grâce à ça, nous avons cette fonction qu'on peut réutiliser ici, donc dans reconstructLine. Là on n'a plus besoin de mettre IPEnd, parce qu'il se fait définir directement ici. Et je crois que ici il faut mettre un let pour que ce soit bien défini. Et donc voilà, c'est juste qu'on n'a plus qu'à utiliser reconstructLine avec l'adresse IP de remplacement. Et voilà, c'est tout. Et donc on revient aussi dans le code précédent qui était dans l'exemple 1, où finalement cette partie du code, là où nous avons cette zone incompréhensible, donc on peut le mettre ici dans getIPEnd avec la ligne. Voilà, donc encore une fois, une autre façon de pouvoir mettre le code de façon plus compréhensible pour la personne qui va justement la lire ou la mettre en place.
Donc voilà pour l'exemple numéro 2. On peut voir encore un autre exemple, l'exemple numéro 3 pour illustrer ça. Donc ici, c'est pour présenter un cas spécial, c'est qu'en fait, c'est un des trucs que j'aime bien faire, c'est lorsque nous avons des if statements, j'essaye le plus possible d'éviter de laisser des choses comme est supérieur ou n'est pas égal ou des choses dans le genre, parce que parfois ça n'avait pas énormément de sens. Donc le test qui se fait ici, je préfère le remplacer par une fonction qui envoie vrai ou faux après avoir fait le test. Donc de cette façon là, c'est beaucoup plus facile à lire, parce que comme par exemple ici nous avons session ID X qui est différent de -1. Et en fait, j'ai dû reprendre la ligne précédente pour dire qu'en fait, lorsqu'on prend une ligne, donc là c'est une ligne de type nettoyer, en fait, on a juste qu'à faire une recherche pour essayer de voir en fait si une chaîne de caractères qu'on veut se trouve dedans, et ensuite on nous donne l'index. Si l'index est égal à -1, ça veut juste dire qu'en fait il ne se trouve pas dedans. Donc ici on teste juste si cette chaîne de caractères existe dans la ligne. Ça veut dire que plutôt que d'écrire ça qui est pas très compréhensible, on peut créer une fonction. Bon là la fonction semble un peu kilométrique, mais vous verrez que ça simplifie bien plus les choses, parce qu'on aura juste qu'à l'écrire une fois pour la réutiliser. Donc c'est exist in. Donc c'est à dire que la chaîne de caractères, on va vérifier si elle se trouve dans la ligne. Donc là on reprend le code qui était fait en haut. Ensuite si c'est le cas, ça envoie true, et si c'est pas le cas, ça envoie faux. Donc ce qui veut dire que je peux remplacer maintenant le code qui était en haut comme ça en quelque chose if exist in. Donc si une chaîne de caractères de session existe dans cette ligne, l'avait, ben en fait on peut entrer dans la ligne de code. Donc ça rend justement ces conditions beaucoup plus claires à comprendre. Ça devient un peu plus prosaïque, comme je dirais, ou un peu plus écrit par un être humain. Nous sommes maintenant pour l'exemple numéro 4. Donc c'est vrai, on met pas mal d'exemples, c'est vraiment pour vraiment étayer et éclaircir l'aspect de la responsabilité unique. Ici cette fois-ci c'est comme par exemple une définition, plusieurs définitions de variables. Donc nous avons des variables de type SYN-IPs, SYN-user, SYN-session. Donc il y a aussi IP, IDX, user IDX, session IDX. Donc c'est vrai que quand je les avais lus, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais donc on dirait que c'est une liste, donc un dictionnaire donc, de IP qui ont été vus ou non. Aussi d'utilisateurs s'ils ont été vus ou non, mais ici nous avons une sorte d'index lié à ça. Donc pour ce cas-ci, on peut créer en fait, à la place de faire des fonctions, on pourrait faire avec des fonctions, mais vu que ça semble plutôt être des valeurs stockées, je préférais créer une structure de données ou un objet. Donc c'est deux choses qui sont un peu différentes, mais qui ont quand même une des mêmes fonctions de base, qui est de stocker une information et de pouvoir la faire évoluer avec le temps. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de pouvoir avoir quelques éléments et tips, donc faire une petite série de vidéos sur la programmation orientée objet, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc ici j'ai décidé de créer une classe pour faire un objet. Donc c'est juste dictionary IDs, donc on donne juste un dictionnaire, un identifiant, ou un index plutôt je pense. Donc vous voyez que là, comme par exemple, là moi-même je m'égare parce qu'au niveau du nom, je sais que j'ai récupéré le code quelque part, mais en fait je sais pas vraiment ce que c'est. Donc je pense que c'est plus un index. Donc grâce à ça, en ayant défini un objet qui prend ces deux valeurs, en fait je peux maintenant créer 3 lignes plutôt que 6, et selon en fait l'objet et les fonctions qu'on peut faire dessus, donc on peut lui ajouter des fonctions, hein. En fait on va pouvoir créer un objet qui va agir de façon logique ou selon la logique qu'on s'est défini pour notre programme. Donc voilà, ça c'est comme par exemple un autre cas de responsabilité unique.
Donc il faut vraiment faire des blocs de code qui doivent être assez courts, hein. Donc souvent on dit qu'il faut essayer de viser moins de 5 à 7 lignes. Donc c'est comme ici pour Dictionary. Là c'est un bloc, pas très long encore, mais qui va donc nous permettre en fait de simplifier le code ici. Et de même, lorsque nous avons vu d'autres exemples, ici nous avons aussi un bloc de quelques lignes et qui va en fait simplifier en fait la lecture. Donc nous avons vu ça. Nous allons maintenant passer à une autre méthode, parce que donc la méthode que j'ai présentée précédemment, en fait, c'est une méthode qui permet de rendre du code propre. Donc ça veut dire que c'est du code qui est déjà écrit, peut-être simplement fait, vite fait, et que là on essaye de lui mettre en fait une forme de sémantique ou le rendre plus compréhensible. Là maintenant, c'est une méthode là où finalement on commence à partir de zéro et on veut commencer dès le début à écrire du code propre. Donc ici ce serait une méthode que j'appellerais méthode des commentaires. Donc il suffit juste de faire ça. En premier point, écrire les étapes ou les concepts de notre raisonnement, donc comme raisonner, et après représenter ces étapes et ces concepts par des fonctions ou des objets. Donc je m'explique par un autre exemple. Comme par exemple, on va essayer de faire, donc on n'ira pas jusqu'au bout, hein, mais on essaiera de faire une fonction qui, une fonction, un programme qui teste si un nombre est premier. Alors, ce que je vais faire, c'est juste que je vais écrire en commentaire les étapes ou ce que je vais faire. Donc, première étape, c'est je récupère le nombre. Donc, ça peut être par un utilisateur qui met un input. Ici, le deuxième, c'est que je prends tous les prédécesseurs sauf 1. Donc, tous les prédécesseurs du nombre. Après, je filtre les prédécesseurs qui divisent le nombre pour ne garder donc que les prédécesseurs qui divisent le nombre. Et après, on regarde si on n'a pas de prédécesseur, le nombre est premier. Sinon, il n'est pas premier dans l'autre cas. En fait, je peux représenter ça sous la forme de quelques fonctions. Donc là, j'ai juste mis des assignations comme ça, mais on peut voir avec les fonctions que ça devient clair. Donc, ils nous ont getNumber, qui va prendre les nombres, getPrédécesseur à partir du nombre, ensuite filter_by_divisor. Donc en fait, c'est pour filtrer, pour obtenir seulement que les diviseurs. Et après, la dernière fonction qui est decide_if_is_prime. Donc c'est pour décider si le nombre est premier. Après, j'ai aussi mis un number encore une fois, parce que en fait, on se servira seulement des prédécesseurs pour vérifier ça, mais c'est juste pour afficher cette façon un peu plus jolie. Bien qu'il n'y aura pas de réponse qui sera affichée. Et donc voilà, ça c'était justement une façon de représenter les lignes qui sont là. Et après, autre point en fait que j'ai pas dit, c'est que ces fonctions-là, je les ai pas encore écrites du tout. Donc ça veut dire que j'ai juste donné des noms selon la logique que je me suis donné après. Ce que je peux faire à partir de là, c'est comme par exemple, j'avais pris comme par exemple decide_if_is_prime. C'est juste que pour faire ça, en fait, je refais la même méthode pour décider si un nombre est premier. C'est selon les prédécesseurs qui sont entrés. Donc, si on n'a pas de prédécesseur, c'est-à-dire on vérifie si on a des prédécesseurs, donc on le déclare premier. Donc, sinon, on le déclare non premier. Donc, la fonction, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est la même signature, decide_if_is_prime. Ensuite, dividing prédécesseur et number. Donc ici, on regarde if no prédécesseur. Donc s'il n'y a pas de prédécesseur dans la liste, alors on affiche number is a prime number. Ou sinon, on affiche number is not a prime number. Donc voilà, c'est encore une fois pour illustrer que cette méthode-là, ce qu'il y a de bien, c'est que pour chaque fonction, chaque chose qu'on veut faire, en fait, on peut faire ce genre de subdivision. Après, bien sûr, ça ne va pas jusqu'à l'infini, donc au bout d'un moment, on tombera sur des fonctions assez minuscules, là où il faudra juste écrire une ligne de code ou deux pour pouvoir faire la chose. Donc voilà. Nous avons aussi
comme autre exemple, c'est le filter by divisor, qui présente en fait un cas là où nous avons une fonction qui se fait avec une ligne. En fait, je triche un peu ici parce que j'utilise une fonction filter et j'utilise aussi une sorte de fonction partielle donc, qui s'appelle divide number. C'est juste qu'en fait, j'utilise le filtre, sa liste des prédécesseurs, et ensuite on regarde si l'un de ces prédécesseurs peut diviser le nombre. Donc ça c'est plutôt une partie qui appartient plus à la programmation fonctionnelle, que je trouve aussi assez sympa. Donc si vous êtes aussi intéressé à apprendre des éléments sur la programmation fonctionnelle, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc je pense que le contenu sortira bien un jour, mais selon en fait vos recommandations et vos requêtes, donc nous pourrons faire évoluer ça selon vos besoins. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la responsabilité unique. Donc j'espère que vous avez appris 2-3 choses là-dessus. Donc comparé à la précédente vidéo, c'est vrai que là nous avions un peu plus d'exemples, parce que c'est vrai que la responsabilité unique présentée comme telle est un peu difficile à comprendre. Mais si je dois donc résumer, c'est vraiment que lorsque on écrit une fonction, lorsqu'on écrit un objet, on doit vraiment le limiter à une seule action, une seule fonctionnalité, un seul rôle. Il ne faut pas que la fonction commence à faire 5 ou 6 trucs complètement différents, mais qu'elle soit liée à ça. Donc c'est vraiment pour éviter de se retrouver avec une fonction qui fait je ne sais combien de lignes de code, parce que finalement on s'est dit qu'il fallait pas créer d'autres fonctions ou autres. Donc il faut pas hésiter à créer des objets ou des fonctions qui nous permettent en fait de subdiviser le code sous forme de blocs, ce qui rend vraiment le code plus facile à lire. Voilà, donc je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc en tout cas, félicitations. Nous nous retrouvons alors dans une prochaine vidéo. À bientôt.